J'agissais en tant que Cécile Marion qui ne supportait pas qu'on son nom fasse des choses. Vous vous êtes engagé quand l'Algérie était en danger. Le referiez-vous aujourd'hui? Bien sûr, je le referai. Oui, pour l'Algérie et pour tout peuple qui a, hélas, à se battre pour son indépendance. Simplement, c'est plus difficile pour moi actuellement parce que la France n'est en guerre contre personne, en quelque sorte. Mais si les mêmes circonstances se retrouvaient où la France était impliquée dans une responsabilité de ce genre, naturellement, je pense que si j'étais encore utile, je referais ce que j'ai fait. Si c'était à refaire, je recommencerais. Non seulement je le referais, mais je remercie vraiment les Algériens de m'avoir permis de m'associer ainsi. Que, humainement parlant, la guerre que livrait la France à l'Algérie était absolument injuste, insupportable. Bien sûr. Ce que je peux dire, c'est que ça m'a faite. Ce que je suis devenue, à travers cette histoire de l'Algérie, je suis devenue ce que je suis. Et je ne sais pas ce que j'aurais été s'il n'y avait pas eu cette histoire. Donc je suis très contente d'avoir vécu ça, de l'avoir vécu avec les Français avec qui je l'ai vécu, parce qu'on était très liés les uns aux autres et qu'on est toujours très liés les uns aux autres. Et je suis très contente que ça a été un pont vers l'Algérie et une découverte de ce peuple. Non, je ne regrette rien, mais absolument, je ne regrette rien et je le referai si... Et parce que je le répète, ça m'a donné une dimension à l'existence formidable. Pour la première fois, je vivais en harmonie avec moi-même et ça, c'était très important. لونيس عمار التحقت صفوف الثورة التحريرية في فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني 54 62 في عمري 17 سنة ونص. كنت عامل في رونو واندمج في صفوف الحركة الوطنية من أجل استقلال البلاد في 55. في الوقت هذا كانت الحركة كنا منظمين على حساب دشور. كل المواطنين اللي عندهم يعني في الدشرة واحدة نلموا فلوس ونوجهوهم للدخل هنا في البلاد. ثم بعد المنظمة تاع جبهة التحرير الوطني في فيدرالية فرنسا قوات الصفوف نتاعها ونوصلنا وين يقولوا له كادرياج في 1957 لكل المواطنين الجزائريين في فرنسا اندمجوا وانخرطوا وتنظموا في صفوف فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني. J'ai appartenu au réseau de soutien depuis la première partie de 57 jusqu'en 62. J'ai été ordonné prêtre le 29 juin 1951. Après avoir fait un séjour assez important à la Mission de France, je suis monté à Paris jusqu'au moment où la guerre d'Algérie m'a contraint de quitter la France à cause de l'activité que j'avais eue aux côtés des frères du Front de Libération Nationale. Le problème de la torture, c'est dont nous avons été informés par des jeunes gens que nous avions nous-mêmes formés, s'est posé à nous et nous avons mieux compris la réalité algérienne, la réalité de la résistance algérienne et la force et la cruauté du colonialisme. Je suis Béatrix Andrade. Il y avait des camarades de mon mari qui passaient nous voir. C'était des rappelés qui revenaient d'Algérie et qui nous apportaient leurs témoignages. Moi, je vivais à l'étranger. J'étais d'ailleurs très jeune et je n'ai donc appartenu à aucun parti politique.
En 60, à Genève, je connaissais une Anglaise avec qui je travaillais régulièrement pour préparer un oral. Et c'est par elle que j'ai connu par hasard les réseaux de soutien. Robert Davezy m'a demandé si j'étais prête à rendre un service. Et j'ai dit oui, parce que il y avait longtemps que j'attendais de pouvoir agir. J'étais très marquée par l'existentialisme. J'étais persuadée que les protestations, les manifestations, les prises de position étaient insuffisantes et qu'on ne se définissait que par les actes que l'on posait, les actes concrets. J'ai connu moi-même, dans mon esprit, dans ma chair, ce qu'était que l'humiliation, l'oppression de l'occupant, et puis cette perte d'identité que ressentent les personnes déplacées. Nous nous sommes portés aux côtés des Algériens opprimés, parce que c'était pour nous une question de conscience, mais nous avons vite compris que c'était lutter de cette façon avec eux, à leur côté, c'était aussi nous sauver nous-mêmes en tant que Français. C'était sauver notre propre patrie contre les hommes de l'argent, contre les seigneurs de la guerre, et nous placer, nous situer dans le droit fil des hommes de la Révolution française, des hommes de la Commune de Paris et des hommes du mouvement ouvrier. Nous répondions d'une certaine façon à la demande. Nous répondions à la demande, mais la demande était multiple. Depuis le 16 mai 1958, j'ai travaillé aux côtés des Algériens comme permanent jusqu'au 4 juillet 1962, et on travaillait souvent 16 ou 18 heures par jour, chaque jour, chaque semaine et toute l'année. Il y avait beaucoup de choses à faire. Il y avait à recruter des éléments, il y avait à trouver des hébergements pour des hommes, il y avait à trouver des endroits où on pouvait déposer en toute sécurité des valises, notamment des valises contenant de l'argent. Et il y avait les passages de frontières. C'était très simple. À partir du moment où on comprend le mécanisme, tout va très vite. La difficulté ne pouvait survenir qu'en cas d'ennui, qu'en cas de barrage. Donc, nous partions de Paris à 2 voitures. Une voiture ouvreuse et une voiture suiveuse ou porteuse. On peut lui donner les 2 noms. Dans la voiture ouvreuse, il y avait naturellement le chauffeur et un accompagnateur ou une accompagnatrice avec des cartes. Dans la voiture porteuse, il y avait un chauffeur, en l'occurrence Daniel Vigne, un ou une accompagnatrice et le frère à transporter, le frère ou la sœur, évidemment. Alors, au départ de Paris, la voiture ouvreuse prenait une demi-heure d'avance. Et sur tout le parcours, nous respections la demi-heure de décalage en raison d'une vitesse convenue que les 2 voitures devaient respecter. Donc nous savions qu'à quelques secondes ou minutes près, nous étions à une demi-heure de différence. Alors, lorsque un barrage surgissait, l'ouvreuse passait. Nous avions des voitures naturellement en parfait état. Je veux dire qu'on ne pouvait pas nous ennuyer sur un clignotant qui ne marche pas, ou sur un phare cassé, ou sur un pare-choc déglingué. Donc nous passions tranquillement le barrage, avec les papiers parfaitement en règle. Nous étions donc 2, le conducteur et l'accompagnateur. Soit nous étions un couple, si l'accompagnateur était un homme,
soit nous étions deux femmes qui circulions ensemble si l'accompagnatrice était donc une femme. Le problème se posait tout de suite, après le passage. Et c'est là où le rôle de l'accompagnateur devenait important. Il fallait, avec les cartes, repérer immédiatement, soit à droite, soit à gauche, à partir de la route nationale, une départementale ou éventuellement un chemin vicinal qui nous permettait de contourner le passage. Donc, aussi bien à droite qu'à gauche. Le tout était de contourner. Et donc, de revenir sur la route nationale afin d'alerter la voiture suiveuse du danger. Dans la plupart des cas, nous y sommes parvenus. Une fois, ça a été très dur, j'ai un très mauvais souvenir, mais je n'ai pas le temps de le raconter. Et je suis arrivé in extremis pour prévenir la suiveuse. Donc, à partir du moment où nous étions toujours dans les délais, et là, nous avions l'œil rivé sur le chronomètre, où nous étions revenus sur la nationale, par appel de phare, enfin, dès que nous apercevions la voiture suiveuse, nous prévenions par appel de phare. En plein jour, c'est pas tout à fait normal qu'on utilise des phares, donc nous étions vite de l'autre côté repérables, et on s'arrêtait et on faisait le point à ce moment-là. Donc le point, il était simple aussi à faire. Il fallait repartir par le même chemin que celui que la voiture ouvreuse avait emprunté. C'est ce que nous faisions. Et nous revenions donc après avoir contourné le barrage à nouveau à l'intersection de la nationale et de la route départementale. Revenus sur la route nationale, nous reprenions le même décalage de 30 minutes entre l'ouvreuse et la suiveuse, et on essayait de poursuivre la route en n'ayant en principe pas pris beaucoup de retard. Et nous arrivions, si tout se passait bien, parce qu'il est arrivé que nous ayons eu des barrages volants. Donc après un premier barrage, 80 ou 120 km après, paf, il y en avait un autre. Donc il fallait recommencer la même opération. Alors là, c'était assez compromis et on prenait les dispositions nécessaires. Sinon, si ça se passait bien après le premier barrage, nous arrivions jusqu'au village frontalier. Là, alors là, stratégie précise, la voiture ouvreuse avec sa demi-heure d'avance allait à l'endroit où on devait lâcher, entre guillemets, le frère, dans les bois. Si ce passage de route était libre, s'il n'y avait pas des motards qui faisaient des allées et venues, ou des cantonniers qui faisaient des réparations, la voie était libre, la voiture ouvreuse revenait, avait un emplacement de stationnement très précis. Quand la voiture suiveuse arrivait, voyant la voiture ouvreuse en stationnement, savait que la voie était libre, passait. Les premiers papiers, on pouvait les trouver dans le commerce, on pouvait acheter ses cartes d'identité dans n'importe quelle librairie, mettre une photo, il suffisait d'avoir un tampon bien ou mal imité. Les premiers tampons étaient faits à la main, gravés dans du linoléum, et ça demandait un travail de précision fatigant, bon, et limité dans sa quantité. Très vite, j'ai compris que la photographie, donc la photogravure, pouvait me permettre de produire beaucoup plus et plus vite. Et pour imprimer aussi, avec la précision de la photo et photogravure, on arrivait à faire quelque chose d'absolument indétectable. Ma formation de chimiste me permet de traiter les papiers, de les rendre plus ou moins souples ou plus ou moins épais. Donc, je n'ai pas à fabriquer la pâte à papier. Les permis de conduire étaient des simples cartons
une photographie, photogravure, le texte reste absolument authentique et c'est tout. Changement de photo, simplement une photographie du tampon sur la photo et une plaque offset, un ancrage, la photo mise en repérage, elle retombe juste, indétectable. Les cartes d'alimentation étaient indispensables parce qu'une carte d'identité ne suffit pas pendant la guerre. Il faut tout un attirail de papier, même une enveloppe timbrée avec l'adresse pour l'authenticité d'une identité, un acte de naissance, un acte de baptême, n'importe quoi. Et il y a aussi le problème du vieillissement. Alors là, vieillissement, c'est une rigolade parce qu'il faut frotter sur du cuir pas très propre, donner sur les plis, enfin faire comme que ce papier ne soit pas tout neuf. C'est très important parce que si on a une carte qui a 2 ans et qu'on apporte un papier impeccablement neuf, c'est un désastre. Alors la photogravure a permis de faire des tampons et des papiers rapidement, avec une exactitude absolue. Tout ça s'en est. Et même plus loin, les passeports, c'est un gros travail puisque c'est fait de façon artisanale. Et là, les filigranes aussi, par incrustation de fond. Alors ici, je ne sais pas si on peut voir par transparence, mais il y a donc l'impression de ces passeports allemands, de nazis, 2 couleurs de filigrane en impression, plus le noir évidemment, et puis les filigranes transparents, comme dans les billets de banque, en plus et en moins. Bon, donc toute cette expérience, bon, ça a permis de sauver des dizaines de vies, des dizaines de milliers de vies humaines pendant l'occupation nazie et la collaboration de l'État de Vichy. Pendant la guerre d'Algérie, j'avais cette expérience et j'ai été au plus court, donc efficacité absolue. Voici des cartes d'identité françaises, indétectables, même moi-même, si quelqu'un d'autre les remplit et me montre, je ne saurais pas reconnaître les miennes des autres. Ça, c'est pour les tampons en relief, aussi des raccourcis. Une photogravure et un morceau de plastique, d'un bout d'entonnoir ou de cuvette, qui est moulé à chaud et qui est donc absolument exact et qui donne le relief sans découper comme un emporte-pièce. Ça, c'est un tampon de Soukaras. Quand Francis m'a demandé mon aide, pour moi, j'avais déjà rendu quelques petits services comme ça à quelques amis dans l'embarras. Je n'étais pas entré dans une organisation. Ça veut dire que Francis m'a demandé mon aide. Je savais ce que ça peut apporter et j'étais tout à fait pour que cette guerre prenne fin le plus vite possible et que les Algériens puissent avoir leur dignité et leur indépendance. J'ai donc mis en route mon expérience et fait face au fur et à mesure des besoins du mieux que j'ai pu. Ça veut dire que des milliers de papiers ont été faits, cartes d'identité, passeports, de tous les pays du monde, parce que très peu de papiers français ont été faits en fin de compte. Il y avait des papiers suisses, des papiers belges, des papiers allemands, des papiers marocains même, sud-américains, au fur et à mesure des besoins. Bon, pour moi, il y a un impératif. C'est pas du bricolage, il faut que les papiers soient indétectables, sachant qu'il y va de la vie des gens qui les utilisent. نتكلموا شويه على النضال تاع الشبان وبالاخص نتاع الشبان اللي كانوا يدرسوا هما الطلبه كانوا يعني طلبه في الجامعه او طلبه في الثانويات. نتكلم على الطلبه بالاخص. هذا البرومي نوفمبر حكم الطلبه الاكثريه كانوا في فرنسا.
واللي كانوا يعني دخلوا في النظام الوطني، قالوا في امتيالتي ولا في الاحزاب اخرى، بين فيه انتموا يعني جبهه التحرير الوطني. وكاين اللي مشاو للجيش، وبالاخص الطلبه نتاع الثانويات هذو اللي كانوا هنا في الجزائر، والمناضلين يعني الطلبه اللي مشاو نقولوا لي ساهموا يعني مباشره في حرب التحرير. هو من بعد الاضراب تاع 56، الاضراب تاع 56 يعني شاف بلي الطلبه كانوا في فرنسا، الاكثريه منهم قعدوا يعني يناضلوا في فرنسا، وهذا بقرار يعني من الفيدراليه، يعني باش يوجدوا الكوادر تاع البلاد المستقبل يعني. والفيدراليه بعثت الاكثريه باش يقراوا في الخارج، يعني الاطارات هذو باش قراوا بالمنح نتاع العمال نتاع فرنسا. Anne Price, 51 ans, graphiste. Il y a eu un malentendu. Normalement, le FLN engageait des personnes majeures. Et suite à un malentendu, l'âge, on n'a pas su. Et quand on a su que j'avais 19 ans, j'étais déjà dans le réseau. J'étais étudiante aux arts décoratifs. J'ai passé une soirée avec des amis à Lyon, qui m'étaient très chers, du milieu protestant d'ailleurs. Et on parlait de la guerre d'Algérie. Moi, je n'étais absolument pas politisée. Et on parlait des arrestations et des contrôles arbitraires qui se faisaient à la vue, à la tête de maghrébins que pouvaient avoir les gens. Et puis j'ai réagi spontanément en disant, mais alors pourquoi les Français qui sont contre cette guerre ne font pas ce travail pratique pour lequel ils sont arrêtés? Je ne savais pas qu'il existait des réseaux de soutien. Et quelqu'un qui était là dans cette soirée m'a contacté tout de suite après en me disant, tu sais, il existe des gens qui font ce travail dont tu parlais, et est-ce que tu pourrais faire aussi partie de ces gens-là? Et a priori, j'ai dit tout de suite oui. Tahar Temzi était le responsable algérien et Jean-Marie Boueglin le responsable français. Peux-tu nous dire quelles étaient tes fonctions exactes? Alors, ma tâche était essentiellement, celle d'un agent de liaison, et j'allais surtout à Saint-Étienne, qui à l'époque était une ville qui semblait être une ville assiégée. Enfin, je ne pouvais pas rentrer dans Saint-Étienne comme ça par la grande porte, parce qu'il y avait des voitures qui surveillaient chaque personne rentrant dans cette ville. Et là, j'allais voir les Algériens, essentiellement de la communauté des mineurs, et beaucoup d'ouvriers algériens à Saint-Étienne, qui vivaient dans des conditions d'ailleurs assez abominables, dans des sous-sols, souvent. Et je rentrais par la colline derrière Saint-Étienne pour ne pas me faire repérer, parce que même un Français pouvait être repéré dans Saint-Étienne, tellement ils étaient à dents sur... La guerre se voyait en fait en France à l'époque. C'est ce qui m'a sensibilisée d'ailleurs, la guerre se voyait. Et je faisais ce travail d'aller récolter l'argent, d'aller en apporter aussi, parce qu'il y avait des familles en difficulté, il y avait le côté social du FLN. Et puis j'étais en liaison avec un responsable local qui habitait dans ces maisons qu'on appelait Castor, qui était un peu dans la banlieue. Et je descendais dans les familles. Nous étions très stricts. D'ailleurs, si j'avais été arrêtée, j'aurais pas pu donner plus de noms, plus un faux nom. Enfin, voilà. J'ai toute une histoire avec l'Algérie, puisque j'y étais en exil. Et ensuite, j'ai choisi, après l'amnistie, j'ai choisi de rester travailler là-bas jusqu'en 75. Tu as été amnistiée en quelle année? Fin 66. Seulement? Oui, en même temps que les généraux de l'OAS d'ailleurs. J'étais en exil au Maroc d'abord, parce que j'ai dû fuir la France, sinon j'aurais été en prison. J'aurais été arrêtée, j'aurais été en prison. J'ai réussi à fuir à temps et je me suis retrouvée en Suisse, puis au Maroc, et à l'indépendance en Algérie. Et la foi, c'est difficile pour la cerner, parce qu'elle est intérieure. Mais enfin,
C'est la foi en la victoire, évidemment, et l'amour de la patrie. La patrie, حب الوطن. Qui connaissent يعني حب الوطن et puis de toute façon حنا si on sait إلا كيف حنا عدو كيف حنا البطل كيف حنا الظلمة on a lutté contre quelque chose. C'est pour ça que la clandestinité dont on a parlé tout à l'heure, enfin hier je crois on a effleuré ça, la clandestinité, c'est-à-dire que la meilleure façon, si vous voulez, pour un clandestin, c'est qu'il souhaite ardemment, c'est de durer et de vaincre. C'est ça, c'est-à-dire d'échapper à l'ennemi. C'est ça qui est exaltant. C'est-à-dire de ne pas mourir, de survivre suffisamment. Non, c'est-à-dire accepter la mort, mais pour vivre. C'est ça le problème. Bon. Nous étions certains de la victoire, c'est ça. Oui, enfin, c'était intimement ma cache. Même si il mourut ou la haja, il sait qu'il est déjà mentalement, moralement, intérieurement, il est indépendant. J'ai lutté contre mon ennemi. Bon. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire la clandestinité, que hayat sirriya, si on veut, la vie clandestine. هي وعلاش لا في كلانديستين؟ باسكو على قبل رانا نكافحوا ضد عدو، ضد السلطان تاع العدو، ضد القوانين تاعو. سي سا البروبليم. C'est-à-dire on lutte contre un pouvoir et ce pouvoir là on sait que si vous attrapez il vous met les menottes et puis il vous neutralise. هي المهم نتاعنا pour militant مناضل يعني bon في هذاك الوقت هذاك bon. C'est pas un reproche que je fais pour les frères الناس الخوال يعني اللي يتحكموا كلش باسكو bon surtout en France على بالكم en France ما عندنا لا الشعب لا والو. إيه en France حنا ديرنا حكومة في حكومة، ديرنا النظام في الشعب، ديرنا مناضلين، ديرنا لي زاديرون، ديرنا لي سامباتيزون باش نكونوا الجو ان انفيرونمون pour les cadres, pour les rechercher, pour les éléments de choix, pour les éléments de la spéciale, c'est ça النظام تاعنا. مي حنا على بالنا باللي من النهار الأول ضادين الحكومه الفرنساويه وعلى بالنا باللي هي تحوس تسجلنا بور نوتراليزي باش ايه اي بي الور لا كلاندستينيتي خليهم بعد بون مي سي جولي سي دي مومون يعني ديفيسيل مي اكزالتون مي سي سوبورتابل parce qu'il y a toujours cette foi. Je suis Rolande Mingasson. Souvent on mythifie un peu cet engagement. Bon, c'était pas terrible, on ne risquait pas grand-chose. Nous, les Français, les Algériens, oui, ils risquaient leur vie, mais nous, nous ne risquions pas notre vie. Je m'appelle Alain Recoin, je suis né en 1924 dans la région parisienne et je suis devenu marionnettiste. J'avais été au Maroc en 1947, j'avais touché du doigt ce qu'était la colonisation. Et également, en ce qui concerne la défense des droits de l'homme, il était bien évident que la France avait une grave responsabilité dans mettre connaissance des droits de l'homme à l'égard des Algériens, et donc il me semblait tout naturel pour quelqu'un qui était un artiste, qui avait fait des études de philosophie, de s'engager sur cette voie. J'assurais le logement d'un responsable algérien et je le transportais éventuellement. Kadour était un homme extrêmement précis et volontaire dans ce domaine, et les règles de sécurité étaient extrêmement strictes. C'était celle de la clandestinité comme elle existe dans toutes les guerres d'indépendance, c'est-à-dire pas plus de 3 personnes ne savaient avoir des rapports entre elles. Donc si un maillon sautait, il y avait une grande limitation des dégâts, et grâce à ça, j'ai sans doute évité d'être arrêté en 1961. Vous avez été plusieurs fois invité en Algérie depuis l'indépendance. Vous n'avez jamais répondu à ces invitations. Pourquoi? Parce que ça me semblait peu moral d'aller en Algérie comme touriste. Je trouvais que ce peuple qui avait mené cette guerre fantastique et qui vivait dans des difficultés économiques très grandes n'avait pas à m'entretenir comme touriste. Et je voulais aller en Algérie avec mon travail éventuellement, mais pas comme ça. Jean-Marie Bouéglin, aujourd'hui à la retraite. Voilà. Vous étiez à Lyon? Oui. Pendant la guerre d'Algérie? Comment avez-vous été contacté? Alors ben, c'est un petit peu... Oh, c'est simple, mais c'est simple et à la fois un peu compliqué parce que ça s'est passé en plusieurs étapes. La première, c'était en 1957. Je venais d'arriver à Lyon, où avec Roger Planchon,
on crée ce qu'est le Théâtre de la Cité, qui allait devenir aujourd'hui le TNP, et dont j'étais le secrétaire général. Et à ce moment-là, nous circulions beaucoup dans la région pour parler de ce que nous voulions faire, et c'est ainsi que je me suis retrouvé à Grenoble, à une association d'étudiants, et j'ai fait la connaissance de camarades étudiants, et tout particulièrement de camarades algériens, dont l'un m'avait frappé par son intelligence et la manière dont il m'avait parlé d'une chose que je connaissais, certes, qui était le déclenchement de la lutte armée en Algérie. Et quelques semaines plus tard, revenant sur Grenoble, ce jeune homme n'était plus là, j'ai demandé de ses nouvelles, et on m'a dit qu'il avait été arrêté, et même, je crois, j'en suis presque sûr, il avait été arrêté, torturé, et je crois bien mort sous la torture. C'était un choc. À ce moment-là, j'ai vu un autre camarade qui m'a présenté un certain Kader, et je lui ai dit, bon ben voilà, c'est simple, si je peux faire quelque chose, eh ben je suis à votre disposition. Et c'est ainsi que tout a commencé. À l'époque, je circulais pas mal, j'étais en même temps instructeur national à la Fédération unie des auberges de jeunesse, et j'ai dit, bon, si vous avez quelques lettres à porter, quelques contacts à nouer, je suis à votre disposition. Et plus tard, je me souviens, c'était 58, 59, je ne sais plus très bien, nous jouions à Paris à ce moment-là, au Théâtre Montparnasse Gaston Batti, et un jour, j'ai eu la visite de Charby, qui était allé voir Roger Planchon pour lui demander de participer à une manifestation de comédiens, justement contre la guerre d'Algérie, et Planchon avait dit, voyez donc mon secrétaire général qui s'occupe de ces histoires politiques. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Charby, et c'est comme ça qu'il m'a parlé du réseau Janson, peut-être même un petit peu imprudemment, parce qu'il ne me connaissait pas très bien quand même. Alors, au fond de moi-même, j'ai un peu souri, parce que j'étais déjà embringué dans des histoires, mais ça a pris une dimension nouvelle. Et en même temps, à Lyon, alors tout se complique. C'est là que le petit réseau lyonnais a commencé à avoir des inquiétudes. Il y a eu des arrestations. Et les Algériens qui ne voulaient jamais mettre leurs œufs dans le même panier m'ont demandé de créer un réseau, ce qu'on a appelé les réseaux de soutien. Et voilà comment tout a démarré. Vous commencez par une petite chose. Et après, ça grandit parce que les besoins sont nombreux et que finalement, nous ne sommes pas si nombreux que ça. Mais je pourrais dire une chose, c'est que j'ai l'impression que c'était naturel. Bon, c'est vrai de dire tout ça 30 ans après, c'est difficile parce que plein de choses se sont passées entre-temps, mais j'ai l'impression que c'était naturel, que c'était l'évidence même. Qu'on me demande ça. Il y avait une chose fabuleuse qui était une vie double ou même une vie triple. C'était magnifique et je repensais à ça tout à l'heure en arrivant à la gare de Lyon. C'est que dans la journée, j'avais une activité professionnelle. J'étais à la fois secrétaire général du Théâtre de la Cité, je dirigeais une école d'art dramatique et puis on venait de lancer un journal, c'est-à-dire beaucoup d'activités. J'avais aussi ma vie familiale, j'avais déjà 3 enfants, et en plus, j'avais cette chose assez étonnante, où j'étais vraiment en parfaite harmonie avec moi-même. C'est la première fois que j'étais, depuis la Résistance, en parfaite harmonie. Et ça faisait que j'avais une vie triple. Et que, je pensais à ça tout à l'heure, c'est que par exemple, après mon travail au Théâtre de la Cité, pas tous les jours, mais au moins 3-4 fois par mois, je prenais le train. Et j'arrivais le matin vers 7h, il y avait un grand bistrot qui s'appelait le Méditerranéen, j'allais prendre une douche, j'avais quelques contacts sur Paris avec les camarades qui étaient à l'autre bout de la chaîne, et puis je reprenais un autre train, et je revenais à mon travail vers 4h ou 5h de l'après-midi, et tout le monde me voyait, le secrétaire général du Théâtre de la Cité. Avez-vous été arrêté? Non. Avez-vous été recherché? Ah oui. Oui, ça a été même très amusant. Je me souviens que le jour où c'est paru dans France Soir, j'étais à la fois agacé et à la fois flatté. J'avais tout de même une photo en première page, sur 8 colonnes dans France Soir. Toutes les polices de France recherchent Jean-Marie Bouéglin, secrétaire général du Théâtre de la Cité, avec une assez belle photo. Et Lise Taylor n'avait qu'une photo sur une colonne, ce jour-là.
Vous êtes donc parti dans un autre pays? Après? Ah ben, ça n'a pas été aussi simple que ça, parce que comme c'était un peu... le coup avait été rude sur Lyon, je suis resté dans le Lyonnais. Après, je suis monté à Paris, toujours à la gare de Lyon, habillé en curé d'ailleurs. Il y a eu l'Allemagne, et puis la Belgique, où j'ai retrouvé Janson, grâce d'ailleurs à Daniel Vigne, que j'avais rencontré tout à fait par hasard à Milan, et il me dit: où tu vas? Je dis: régulièrement je dois partir en Tunisie. Mais il me dit: mais non, le procès de ton réseau va démarrer au mois d'avril, reste pour un peu surveiller tout ça. Et alors grâce à lui, je suis resté à ce moment-là en Suisse. L'idée nous était un peu suscitée par Abban Hamdan, qui était totalement scandalisé à l'époque par le fait que les forêts algériennes étaient brûlées en napalm. Il y avait la partie réservée à l'organisation en général. C'était effectivement l'objectif qui nous paraissait très simple et facile à réaliser, c'était les forêts. Et puis la forêt en mois d'août, c'est quelque chose d'impressionnant. Bon, maintenant, à côté de cela, il y avait un plan qui était réservé uniquement au commando de la spéciale. C'était des objectifs à caractère économique et militaire. Parmi les objectifs économiques, on avait retenu le pétrole. Pourquoi? Parce qu'on venait justement de découvrir le pétrole. Le pétrole, on commençait à le mettre en exploitation, et c'était le problème du Sahara. Déjà à l'époque, on sentait que ce problème du Sahara allait devenir quelque chose de crucial. On parle de début de 58. Donc, pour la région du Midi de la France, on avait retenu 3 objectifs en général. Il y avait le pétrole, le sabotage des bateaux et certains attentats contre notamment la préfecture de Marseille. Bon. En gros, les objectifs qui étaient réservés à la région de Marseille. Dans la région de Marseille, c'était Aïssaoui qui était responsable de la région de Marseille, qui est parti avec ses instructions. Donc, voilà pourquoi à Marseille, il y a eu Morpiane qui a été visé. C'était l'Estac. C'était l'Estac, très proche du port de Marseille. Un port où mouillaient les grands bateaux qui transportaient les hydrocarbures. Et c'était le 5e objectif que j'avais ciblé quand j'ai reçu l'instruction de mon responsable à Aïssaoui, comme le disait tout à l'heure Abouaziz. Et le seul problème qui s'était posé à moi, comment faire sauter cette grosse installation. C'était sévèrement gardé. Alors nous avions élaboré un petit scénario avec Nadia Srir, qui était mon agent de liaison, et nous nous sommes habillés en travailleurs et travailleuses. La 6e visite, nous nous sommes aperçus qu'il existait une espèce de canalisation, un tuyau qui est relié 2 bacs. Et c'est là où nous avions décidé donc d'accrocher la bombe. Et quand ça a explosé, ça a fait un terrible feu d'artifice extraordinaire. Et quand je suis allé, comme tout le monde, comme tous les Marseillais, visiter l'endroit, en compagnie du maire de Marseille, c'était M. Gaston Defferre, un des bacs a explosé et s'est envolé à plus de 200 mètres de hauteur. Marseille était illuminée par ce feu d'artifice. L'incendie a duré à peu près 15 jours. C'est la préfecture de Marseille. C'est Nina qui a caché la bombe, un bidon d'huile pour voiture de 2 litres, je crois. Nous avions pensé qu'il fallait organiser un fait de diversion. Et ça s'est très bien passé, puisque toutes les forces de police, de sécurité et les pompiers, toute la protection civile de la région se sont donc dirigés vers l'Estérel. Et quand nous sommes passés à l'action, ce jour-là, le 23, tout a sauté, tout a brûlé et personne ne pouvait rien faire, puisque les forces d'intervention se trouvaient à plus de 70 km des lieux donc, des attentats. Et il y a eu, je précise là, c'est important, 10 000 évacués, et M. Gaston Defferre a été blessé. Le 24 août 58, c'était pour nous l'ouverture d'un 2e front.
C'est-à-dire, bon, l'organisation était tellement puissante qu'on pouvait se permettre de passer à un autre stade. Les Algériens étaient structurés, l'organisation, je pourrais dire le mot, fonctionnait sur des roulettes, et je n'exagère pas. Il y a eu des moments pénibles, il y a eu des arrestations. Ça n'a jamais, comme on l'a prétendu à l'époque, démantelé le soutien aux Algériens, mais c'est vrai que ça a donné lieu en particulier à un procès qui a eu un très grand retentissement. Et je suis confus de n'avoir pas moi-même été arrêté à ce moment-là, et donc de n'avoir pas été sur le banc des accusés, mais je suis confus vis-à-vis de mes amis qui, eux, ils s'y sont trouvés et ont fait ensuite de la prison. Mais je dois dire, si confus que je sois, je dois dire que ça a été une chose merveilleuse qu'il y ait eu ce procès, qu'il y ait eu ces arrestations et ce procès. Parce que ça a été tout un enchaînement, ça a été la signature des 121, ça a été la ridiculisation d'une défense juridique de la position officielle de la France. Et je pense que ça a fait beaucoup progresser l'opinion française. Bon, alors, le procès a été un spectacle grandiose, me semble-t-il, enfin. Et je crois que tout le monde en a tiré les conséquences qu'il convenait d'en tirer. La police exerçait sur les Algériens, n'en parlons pas, mais sur nous-mêmes, une pression considérable. Et on prenait beaucoup de mesures de sécurité, mais personne n'est absolument infaillible. Et en fin de compte, oui, j'étais arrêté à Lyon. J'avais été condamné par contumace pour complicité dans les attentats du mois les attentats, disons, du mois d'août 1958, parmi lesquels on se souvient de Mourpiane, on se souvient de l'attentat contre Jacques Soustel, avenue de Friedland à Paris. J'étais un de ceux qui avaient fait passer la frontière d'Espagne aux éléments qui ont été pris qui ont été pris après ces actions, notamment Ouragui, Chérouk. Dès le début, j'ai commencé dans une région et ensuite j'ai été condamné, avec Nadia d'ailleurs. On a été condamné dans la même affaire. On a été condamné par contumace. On a été obligé de changer de région. Donc on faisait d'autres régions, de la Loire, le Rhône, Grenoble, Bordeaux, etc. On a fait un peu toute la France. Je crois que je connais mieux la France que l'Algérie. C'est malheureux de le dire. En octobre 61, on est arrêté avec Henri Curiel, moi, Jean de Wangen, qui est un Français, et puis un Suisse qui est Christian Mautier. On a donc fait de la prison, mais moi très peu, parce que dès que je suis arrivée, on m'a recruté pour préparer l'évasion, si bien que 4 mois, tu connais l'évasion par Hélène, donc 4 mois après, on s'évadait. Hein. J'ai été arrêtée en février 60, et je suis restée 1 an en prison. Dans l'intervalle, il y a eu le procès. Comme nous nous sommes évadés, c'est une année qui a été très occupée parce qu'il y a eu d'abord la préparation du procès et ensuite la préparation de l'évasion. On s'est évadé avec ça et des banylons. C'est un raccourci un petit peu sommaire. On a fabriqué une clé qui avait à peu près cet aspect-là. On a fabriqué une clé à l'aide de la partie métallique d'un cintre. Nous avions la possibilité, étant un régime à peu près politique, on avait la possibilité d'avoir des cintres. Personne ne pensait qu'on allait se suicider ou quoi que ce soit. Et on avait fabriqué une clé, enfin c'est moi qui l'avais fabriquée, en reconstituant les parties utiles de la clé, de sorte qu'avec les parties utiles, on arrivait à déclencher le peigne de la serrure de nos cellules. On a scié les barreaux de notre division, on est sorti dans la cour, bon, ça a été toute une équipée pour arriver à remonter sur le mur et sortir. Ce que je peux dire de cette évasion en peu de temps,
C'est que nous nous sommes évadés à 6, algériennes et françaises, plus Dida. Je voudrais juste raconter un petit épisode de cette évasion. Lorsque j'avais fait la courte échelle pour que les filles grimpent sur le toit, moi je me suis trouvée avec personne pour me faire la courte échelle. Alors je me suis mise dans un coin pour essayer de réfléchir de ce que je pouvais faire. Et là j'ai eu vraiment, je lui suis très reconnaissante parce que Zina Areg, qui était en train de marcher à 4 pattes sur le mur, me voit, elle dit « Ah non, moi je m'en vais pas sans Didar ». Elle revient, je lui fais une scène, mais heureusement aussi Jacqueline Carré, qui était toute petite et mince, redescend. Et comme ça, elle nous a fait, elle, la courte échelle, et puis nous avons pu tirer Jacqueline Carré, et nous avons pu faire la belle comme tout le monde. Cette date-là, malheureusement, on était en prison. On a suivi ces événements avec le cœur serré, qu'on ne pouvait pas participer. Mais on s'est dit, la prison est là, il faut essayer de sortir. J'ai rejoint les amis qui ont été arrêtés avant moi, et j'ai rencontré un particulier, Ben Salem, qui lui, dès qu'il a été arrêté, il ne pensait qu'à une seule chose, c'est de se sauver. Le jour H, donc il est venu, à 8 h du matin, on est allé aux douches avec nos serviettes, et il y avait Tarbouche, qui est venu, et c'était lui qui devait fermer la porte d'une cellule, d'une douche, d'une cabine de douche où on s'est caché. Il a mis un clou qu'on pouvait l'enlever après. Ils sont rentrés. Nous, depuis 10 heures, on attendait jusqu'à 1 heure. À 1 heure, les visiteurs commençaient à les voir en division. Mais ils passaient à côté de cette fenêtre. Ils nous ont jeté les jetons, parce que nous, on leur avait donné déjà, par l'intermédiaire d'un visiteur, on leur a donné des faux jetons. Mais on ne voulait pas risquer de sortir avec les faux jetons, on ne sait jamais. On a dit, nous, il valait mieux avoir les véritables jetons, et les types qui sont venus en visite, s'ils avaient des faux jetons, ils avaient leur identité, on ne pouvait pas les arrêter. Donc, 3 jetons. L'heure est arrivée, on a essayé d'ouvrir la fenêtre, elle a refusé de s'ouvrir. Pourquoi? Parce que c'était des douches et la fenêtre avait enflé. Alors, si on tirait la fenêtre, parce que juste à côté, juste derrière ce mur, il y avait les gardiens. On a essayé, on a dit, si on la tirait très fort, ça va faire du bruit et on va être chopé. Donc le mieux, Ben Salem a trouvé la vasistas, il a grimpé, il a sauté de vasistas. Quand il a sauté, il a fait un bruit. Le gardien est sorti. Il l'a vu, mais il ne l'a pas reconnu. Parce qu'auparavant, Ben Salem avait la barbe. Et en attendant de raconter des histoires de 10 heures à 1 heure, il s'est rasé. Ce qui fait que le gardien l'a vu, il a dit, c'est pas lui. Mais par contre, il nous a vu en train de grimper. Chacun avait une mission. Et un des camarades avait la mission de braquer le chauffeur qui était séparé par une grille. C'est Mahmoud Tlemceni. On s'était entraîné pendant longtemps et il devait dire au gardien, tourne à droite. Il le braquait et il lui dit, tourne à droite. Et en tournant à droite entre les 2 bâtiments de la détention, on est toujours dans l'enceinte de la prison, on va dans une impasse. Et là, on devait casser la porte et substituer le chauffeur. Je devais moi-même, j'étais le seul à avoir un permis de conduire, faire demi-tour avec les tenues des gardiens et on sortait par la grande porte. Mais qu'est-ce qui s'est passé et comment ça a raté? Au lieu de dire tourne à droite, Mahmoud Tlemceni a dit tourne à gauche. Et au lieu d'aller dans l'impasse, il nous a amenés dans le campement CRS. Je devais avec un frère militant, Handel, que nous appelions Xavier, faire un tract un soir. Et nous nous sommes rendus ensemble chez ceux qui nous hébergeaient. C'était soit des Français, soit des Algériens qui avaient déjà une position sociale, c'est-à-dire qui étaient concierges dans des immeubles. Et nous nous sommes rendus, donc c'est ce concierge qui a bien voulu mettre la conciergerie à notre disposition. Nous avons travaillé pendant peut-être 2 heures.
Puis nous avons bavardé avec lui, avec cet Algérien, d'un certain âge, il devait être peut-être moins âgé que moi, actuellement. Je le trouvais vieux. Et il nous disait qu'il était en France depuis sa démobilisation, après la guerre 14-18, qu'il avait même fait de la prison parce que, à Odessa, alors qu'il se trouvait dans tel régiment de tirailleurs, etc., à Odessa, il avait avec d'autres camarades, d'autres tirailleurs, fort nombreux, algériens, refusé de tirer sur ceux que nous appelions les bolcheviks. Ce que nous apprenait cet Algérien, dont j'ai oublié le nom, qui fait partie de ces innombrables Algériens anonymes qui ont aidé la révolution, qui ont participé à la révolution algérienne, nous avait stupéfaits. J'ai fait quelques recherches, sommaires peut-être, et nous avons établi que les faits étaient réels. Nous sommes allés au-delà, Handel et moi-même. Nous avons aussi découvert que les Algériens avaient participé aux côtés des républicains à la lutte contre ce que nous appelions aussi le fascisme et le franquisme. J'avais fait un rapport au frère Ali, qui était notre responsable, et je peux dire que le comité fédéral a exploité d'une façon admirable ce fait. Et une lettre a été adressée à Khrouchtchev, au président Khrouchtchev, qui venait à Paris pour participer à une conférence aux côtés d'Eisenhower et du général de Gaulle, conférence qui n'a pas eu lieu à cause de l'affaire de l'avion U-2 du fameux pilote Powers. Cette lettre disait au président Khrouchtchev, lorsque vous survolerez la capitale, c'était dans son programme, un voyage, comment dirais-je, un tour autour de Paris, etc., survoler Paris en hélicoptère. Lorsque vous survolerez la capitale, vous survolerez les prisons de Fresnes et de la Santé, où croupissent les fils de ceux qui se sont mis aux côtés des braves soldats bolcheviques, etc., qui ont aidé la révolution. La révolution soviétique. Je regrette que ce fait ne soit pas connu en Algérie, et encore moins de l'autre côté de la Méditerranée. Après 62, j'ai eu l'occasion, soit en France ou une ou deux fois en Algérie, quand j'ai été invitée, de rencontrer des camarades algériens que je ne connaissais pas, bien sûr, pendant le soutien, tels les camarades de la Fédération de France, tels Omar Boudaoud, Amar Ladlani, Ali Haroun, Abdelkrim Souissi, Bouaziz, et bien d'autres, comme Saïd Slimi, par exemple, qui avait été à un moment donné délégué à la Commission africaine auprès de la CGT, et que c'était des retrouvailles extraordinaires de fraternité, de solidarité, et que ça remplace tout. Chaque fois que je retrouve la population algérienne, sous quelque forme que ce soit, à travers quelques circonstances douloureuses ou pas que ce soit, je redécouvre un peuple étonnant par ses capacités de ressurgissement permanent, quelles que soient les épreuves qu'il subit, qu'il rencontre. Et ces derniers temps encore, je dois dire que je suis émerveillé par la façon dont les Algériens vivent cette très, très dure situation qui est la leur. Mais en deçà de la religion, il y a la foi. Et Français et Algériens, pendant ces années 1954-1962, nous partagions la même foi. De 1954 à 1962, quand tout nous prédestinait à être des ennemis, nous avons fait un travail commun dans la fraternité, dans l'affection la plus grande.
Et nous avons vécu tout cela sans réserve. Et les relations que nous entretenions alors avec nos frères algériens sont restées exactement les mêmes. Je pense que nous avons donné la preuve qu'il est possible que nos peuples marchent demain et après-demain, la main dans la main, vers les mêmes objectifs. Une fois que l'Algérie a été indépendante, Curiel a organisé une nouvelle organisation toujours clandestine qui s'appelait Solidarité et qui l'a aidé, et ce sont les Algériens qui nous ont dit que ça serait bien de continuer parce que combien ça avait été utile. Hein. Et qui aidait tout mouvement de libération nationale qui demanderait nos services. Et nous avons fonctionné comme ça jusqu'à son assassinat, le 4 mai 1978. C'est-à-dire que nous avons lutté, nous avons continué dans le même sens pour aider les luttes de libération nationale. Nous sommes de cette époque, nous sommes de l'époque de la libération nationale. Maintenant, tu me dis, aujourd'hui, les luttes de libération nationale, c'est terminé maintenant. On a d'autres luttes à mener. Hein. Mais je crois qu'il reste encore un cas qui est vraiment, vraiment très, très difficile et on se demande comment ça va se terminer. C'est la lutte du peuple palestinien. Lui, il n'a pas encore été libéré. Même sur ce petit territoire, il n'a pas encore le droit de créer son État sur ce petit territoire de rien du tout. Alors voilà, on continue encore dans ce domaine-là. Et alors moi je crois que le moment est venu pour nous Algériens de remettre sur les rails ce qui a été le résultat de la lutte de toutes les migrations en France et surtout pendant notre guerre de libération.